Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour illustrer le bilan, la synthèse de mon PEA après un an de boursicotage. Est-ce que j'ai fait mieux que le CAC 40? Est-ce que j'ai fait mieux que le S&P 500? Est-ce que j'ai fait mieux que certains ETF? Est-ce que j'ai surperformé, sous-performé? Vous allez savoir ça dans un instant, mais avant, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à poser toutes tes questions en commentaire au cours de cette vidéo. Entrons directement dans le vif du sujet. La courbe bleue, c'est mon PEA. Les autres courbes, ce sont des ETF que j'ai choisis que je vais vous décrire. Comme vous pouvez le voir, ma courbe PEA du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024, eh ben, je pars de moins 1,07% pour terminer à moins 0,12%. Donc, bien sûr, il y a eu plusieurs arbitrages, hein. Vous voyez, c'est monté, c'est redescendu. Donc, comme vous aurez remarqué, ben, le semestre d'hiver, il a été fructueux pour à peu près tout le monde dans le monde de la bourse, hein. Vous voyez, donc de novembre, si on prend ne serait-ce que le CAC 40, il était à moins 4,29%, le TF CAC 40 de Amundi, et il est monté jusqu'en avril à 11,46%, pour ensuite terminer vers 7,46% de performance sur la dernière année. Si je prends le CW8, donc c'est un ETF monde que la plupart des boursicoteurs connaissent. Donc vous voyez, pareil, on prend novembre, moins 1,79% pour terminer à 20,76%. Alors je précise que j'ai choisi le CW8 plutôt que le EWLD, tout simplement parce que ces ETF sont capitalisants. L'ETF CAC CACC est aussi capitalisant. Je n'ai pas pris de distribuant pour que ça soit bien, ces valeurs soient bien comparables. Le PE 500, pareil, c'est Amundi. J'aurais pu également choisir ESE de BNP, mais je ne l'ai pas fait. Pareil, en novembre, moins 0,94% pour ensuite terminer à 22,83%. Et enfin, le PINR, donc le seul ETF axé sur l'Inde éligible au PEA, donc c'est Amundi Lixor qui le fait, donc 2,08% en novembre pour terminer à 35,18%. Et effectivement, à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai de l'ETF PNR de l'ordre d'à peu près 1% de mon portefeuille et j'ai une performance de plus 27,73%. Et donc, certains, en voyant cette vidéo, diront, ah ben oui, le fameux sell-in May, il est valable, hein, puisque c'est monté jusqu'à fin avril, et puis ensuite ça a baissé. Donc effectivement, si j'avais appliqué ce proverbe, si j'avais vendu en mai and go away, effectivement, j'aurais eu une meilleure plus-value que maintenant. Néanmoins, j'avais investi sur des valeurs telles LVMH, je venais d'acheter du Stellantis en croyant qu'elle allait encore monter, je me suis fait bien avoir, mais voilà, j'ai quand même acheté des valeurs considérées comme sûres, qui font partie du CAC 40, voilà. Donc, j'ai pas pris n'importe quelle valeur, et je reste convaincu que sur le long terme, eh ben, je vais en tirer des bénéfices. Cependant, si j'avais pris un ETF CAC 40 sans me casser la tête, eh bien, j'aurais eu une meilleure performance que ce que j'ai actuellement. Je rappelle, pour avoir des informations sur les ETF qui vous intéressent, vous tapez tout simplement le nom de l'ETF sur votre moteur de recherche. Et puis, notamment pour ce qui est d'Amundi, vous tombez sur une page comme celle-ci où vous voyez là, ici, c'est l'exemple de l'ETF CACC où justement il explique qu'il est capitalisant, qu'il a 0,25% de frais et que depuis le début de l'année, il a fait une performance de plus 3,14%. J'ai également beaucoup parlé des ETF au cours de mes précédentes vidéos que je vous mets en description. Je rappelle cependant que ces frais de gestion de par exemple 0,25% dans l'exemple que je viens de vous donner, ils sont annuels, hein, d'accord? Donc il faut, quand vous achetez un ETF, il y a à prendre en compte les frais de courtage de votre courtier en ligne. Par exemple, pour ma part, c'est Bourse Direct et les frais de gestion qui, pour ma part, sont prélevés lors de l'ordre d'achat. Donc, par exemple, si c'est celui-là que j'achète, j'aurai 0,25% de frais sur mon ordre d'achat et ça va être valable pour l'année. Alors, je pense qu'à partir de cette nouvelle année qui commence, j'aurai de nouveaux frais de gestion qui vont s'appliquer, notamment sur mon ETF
PE 500 qui reflète l'indice S&P 500 américain et sur mon ETF PINR qui reflète un indice indien qui prend lui exactement 0,85% de frais annuels. Mais vous allez me dire, c'est une goutte d'eau par rapport aux plus 35% qu'il a fait de surperformance sur un an là. Donc moi je vous le rappelle, je suis à plus 27,73% actuellement et il était même monté jusqu'à plus allez 30% là pour ma part. Autre chose hyper importante pour les ETF, c'est ce qu'on appelle les DIC, les documents d'information clés. Il est important pour toute personne sensée qui souhaite acheter des ETF de lire ce document. Donc, comme je vous ai montré sur le site d'Amundi, il y a marqué DIC, vous cliquez dessus, il y a un fichier PDF qui sort de l'ordre de 3 pages qui vous explique en gros ce qu'est l'ETF, comment il est financé, comment il fonctionne, son niveau de risque sur l'échelle de 1 à 7. Donc, je rappelle, c'est une échelle qui a été créée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, justement pour informer au mieux les investisseurs, notamment particuliers tels que nous. Et donc, généralement, ces ETF sont de l'ordre de 4 à 6 sur 7, voire 7 sur 7, ça dépend des ETF en question. Pour ma part, le TFPNR, je crois qu'il représente un risque théorique de 6 sur 7. Voici un exemple concret, donc le TFPNR, si je prends voilà la période maximale, donc il a été créé autour du 5 juin 2014, du 30 mai 2014 aux alentours de 10 euros, et vous voyez maintenant il cote 29,31 euros. Donc depuis qu'il existe, il a refait plus 185%. Si on met sur les 5 dernières années, il a fait plus 101%, donc il était à autour des 14,55 € et maintenant il fait 29 euros, donc effectivement il a doublé. Et donc, vous allez tout simplement sur le site Amundi ETF, ici que je clique. Vous voyez cette page bleue. Et donc, vous voyez, il y a le titre de l'ETF, sa dernière valorisation, voilà, 29,04, avec l'historique en fichier Excel. La performance depuis le début de l'année, proche de 20%. L'encours sous gestion, 109,47 millions ou milliards d'euros. Je dirais millions d'euros. Le frais de gestion, donc 0,85% annuel. Son code ISIN, donc c'est un peu son code barre, hein, c'est comme ça que vous pouvez les trouver si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur. Sa politique de distribution, donc ici capitalisation, par opposition à la distribution, c'est-à-dire ceux qui génèrent des dividendes. Il existe des ETF qui permettent de délivrer des dividendes hein, réguliers, le reporting mensuel et le DIC. Donc, ce que je vous disais, le DIC, quand vous cliquez dessus, voilà, la page s'ouvre, 3 pages PDF avec en quoi consiste ce produit, tout un texte, voilà, classification AMF, Autorité des marchés financiers. Donc, voilà, c'est tout à fait clair. Le dépositaire Société Générale, je rappelle que Société Générale détient voilà, la filiale Amundi Lixor. L'indicateur de risque, c'est ce que je vous disais, risque le plus faible, risque le plus élevé. Donc je vous ai dit 6 sur 7, je me suis trompé, donc c'est 5 sur 7. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans. Et voilà, les différents scénarios de performance, comme je vous disais, avec scénario de tension, défavorable, intermédiaire, favorable. Vous voyez, quand c'est favorable, au bout de 5 ans, vous pouvez obtenir de performance annuelle 13,9%. Et là, sur un an, ben, il disait 62%, mais ça, c'est le max. Vous avez bien vu sur le graphique que je vous ai montré que ça a performé de plus 35% pour cet ETF. Voilà, les différents coûts au fil du temps. Donc, vous voyez, 0,9%, voilà, 85 euros. Au bout de 5 ans, si vous prenez un investissement de 10 000 euros, il marque 635 euros, etc. Voilà, comment vous pouvez faire la réclamation. Voilà, j'insiste pas, c'est très clair, vous regardez par vous-même et vous verrez, c'est assez simple. Alors, quels sont les objectifs pour cette deuxième année d'investissement en bourse, notamment via mon PEA? Eh bien, tout simplement de faire une meilleure performance que cette année précédente, mais surtout, mon objectif au départ, c'était d'avoir une performance de l'ordre d'au moins 5% par an, tout simplement pour avoir mieux qu'un livret A ou qu'un PEL. Et puis, comme je ne souhaitais pas investir en immobilier parce que je trouve que c'est trop prise de tête, c'est mon avis, hein, d'accord? Si tu n'es pas d'accord, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire, on peut discuter, hein. Tu peux essayer de me convaincre d'acheter des appartements et des immeubles, hein, même loi Pinel, tout ce que tu veux.
En tout cas, pour ce qui est de la bourse, je vise une performance de plus 5% par an minimum. Et comme vous avez pu le voir sur les graphiques que je vous ai montrés, eh bien, l'ETF PINR, il a fait 35% cette année. L'ETF PE 500, il a fait 20%, il me semble, cette année. On va revenir dessus un instant. Et mon portefeuille, il a fait zéro. Voilà, donc je ne regrette rien, hein. Il fallait que je me lance, voilà, on n'a rien sans rien. Il fallait que je me lance, il fallait que je vois par moi-même si j'étais capable de subir cette forme de stress, hein, parce que quand ça baisse fortement, ben, faut avoir les reins solides, hein. Ceux qui sont investis en crypto-monnaie, ils le savent, puisqu'il y a une telle volatilité. La volatilité, c'est bah, la variation entre une sous-performance et une surperformance. Et voilà, quand vous voyez le Bitcoin qui passe de 60 dollars à 40 000 dollars pour ensuite remonter à 73 000 dollars pour ensuite redescendre à 50 000 dollars, eh bien, voilà, faut avoir les reins solides ou alors s'en ficher totalement. Ce qui nous amène à la question suivante. Comment faudrait-il faire en bourse pour avoir au moins 5% par an de plus-value, de performance? Eh bien, je vous ai donné des éléments de réponse avec ce graphique qui nous montre justement, hein, de la manière la plus objective qui soit, que il n'y a pas besoin de choisir certaines actions du CAC 40 par exemple. Il suffit tout simplement de prendre un ETF qui se fonde sur le CAC, donc vous voyez la courbe jaune, pour avoir 7,46% sur cette dernière année. Donc si j'avais tout simplement investi dans cet ETF, eh bien j'aurais pu dormir tranquille et me réveiller un an plus tard et voir que j'aurais fait 7,5% de plus-value. Alors, le CAC 40, vous avez vu, il a bien chuté, notamment à cause de la dissolution nationale et la nécessité de faire de nouvelles élections législatives. Donc vous allez me dire en voyant ce graphique, mais pourquoi il parle du CAC 40? C'est nul. Regardez, il y a le S&P 500 et le TF World et l'India qui ont surperformé le CAC 40. Oui, c'est vrai. Alors, l'India, je rappelle que c'est l'Inde, c'est un pays entre guillemets émergent. Donc effectivement, si on s'intéresse à la bourse indienne, elle fait que croître au fil du temps. Vous allez me dire comme les autres indices boursiers, mais elle est vraiment très forte en ce moment. Il faut rappeler que lorsque le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont chuté brutalement cet été de manière brève, eh ben le PINR a chuté également parce que je rappelle que les pays comme l'Inde sont dépendants de pays tels que les États-Unis notamment. Donc prudence là-dessus. Donc, pour pallier à ma subjectivité qui m'a peu rapporté jusqu'à présent, dans le but d'être objectif, le plus objectif possible, ben, je me suis renseigné autour de moi, j'ai demandé autour de moi quels étaient les ETF que ces investisseurs possédaient. Ce qui m'a amené à ceci. Donc, vous voyez, il y a 34 réponses issues de ce sondage. Et comme vous pouvez le voir, le tête de liste, c'est le S&P 500 en première position, le PNR en deuxième position et le World en troisième position. Vous voyez également ensuite un ETF axé sur le Nasdaq et une seule réponse avec un ETF que je ne connaissais pas, le CL2, donc apparemment un ETF MSCI USA x2, donc x2 généralement c'est ce qu'on appelle un produit à effet de levier, et vous avez vu, personne n'a d'ETF axé sur le CAC 40. Enfin, si nous souhaitons répondre à la question faut-il privilégier les actions ou les ETF dans un portefeuille boursier de type PEA chez quelqu'un qui débute en bourse, et clairement la réponse est en faveur des ETF. Après, vous avez pu le voir au cours de cette vidéo qu'il existe différents types d'ETF. Néanmoins, la plupart des investisseurs privilégient un ETF axé sur l'indice américain Standard Poor's 500, donc S&P 500. D'autres privilégient également le Nasdaq, hein, donc l'indice américain axé sur les valeurs tech, telles que les 7 magnifiques que nous connaissons. D'autres ont privilégié également l'ETF axé sur l'Inde, hein, j'en fais partie. Et donc, la conclusion de cela, c'est que
pour mes choix futurs, je vais investir de manière plus importante sur l'ETF S&P 500. Quid de l'ETF BINR que j'ai déjà en portefeuille qui représente 1%, qui est vachement alléchant, puisque vous avez vu, c'est celui qui fait mieux que tout, hein, plus 35% au cours de cette dernière année. Je vais continuer de réfléchir là-dessus. Néanmoins, je suis certain de mettre des billes encore sur l'ETF axé sur le S&P 500. Alors, je privilégierais, pardon, l'ETF axé sur BNP tout simplement parce qu'il a moins de frais que l'ETF de Amundi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner si tu l'as pas déjà fait. Et puis je te dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut.